Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux, très connue sur les réseaux sociaux sur l'immigration et l'état civil. Bonjour Maître. Bonjour Jess. On n'a pas très souvent l'habitude de vous voir habillée ainsi. Merci beaucoup. Écoutez, je me suis dit pour ce tournage de fin d'année, j'allais un peu sortir de mes tailleurs, de mes lunettes, de tout ce qui est un peu trop strict et être tout simplement féminine et moi pour venir répondre à vos questions. Et ça vous va super bien. Merci. Très bien. Alors, pour commencer, je vous invite à revenir sur votre année 2025. Si vous devriez décrire votre année en un mot, que choisirez-vous? Ce serait le mot intense. Intense, parce que 2025 a été une année très riche, très bouleversante sur beaucoup de points. Autant sur le point de vue personnel que professionnel. Ça a été une année, mais waouh, si je puis dire, avec plein de choses qui se sont passées et peut-être j'y reviendrai dans le courant de l'interview. Super. Alors, quel événement professionnel ou personnel vous a marqué tout au long de l'année? Alors, s'il y a quelque chose qui m'a marqué cette année, c'est le décès de mon père. C'est la chose qui, voilà, je n'avais jamais côtoyé, on va dire, la mort de si près. Mon père est avocat. Il a été un brillant avocat au Sénégal, extrêmement connu. J'étais très, très proche de lui. Il m'a inculqué tellement de valeurs. Vous savez, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, avant même d'être adolescente, il simulait des procès avec mes frères et sœurs. Et j'étais l'avocate, je plaidais et il me disait « Ah, mais toi, tu seras une très grande avocate. » Donc, c'est une personne qui m'a énormément inspirée. Et avec son décès, ça a entraîné une vague de témoignages. J'ai encore beaucoup plus pris connaissance de l'ampleur de ses actions en tant qu'humain, de sa générosité, de sa valeur, mais également de ses actions professionnelles, de la portée. Et donc ça m'a littéralement changé. Autant j'ai été très affectée, très affaiblie par le décès et par cette perte, mais autant j'ai été renforcée sur mes valeurs, sur ce que je voulais en tant qu'avocate, en tant que femme et en tant qu'humaine. Donc, cet événement vous a beaucoup marqué, beaucoup touché, mais en même temps beaucoup changé et a fait changer votre façon de voir les choses. Tout à fait, c'est ça. Super. Alors, Maître, aujourd'hui, vous êtes une grande avocate et vous recevez beaucoup de dossiers. Parmi tant de dossiers que vous recevez, lequel vous a marqué? Alors, vous savez, tous mes dossiers, toutes mes affaires me marquent. Parce que, effectivement, j'ai un grand cabinet, on reçoit, parce que ce n'est pas que moi, j'ai une très grande équipe qui est extrêmement performante. Et nous accueillons, que ce soit au téléphone, en physique, des centaines et des centaines de personnes par an. Donc, les consultations nous marquent parce que les gens viennent avec leur poids, leur histoire, leurs problèmes et chaque histoire est marquante. Donc, bien entendu que toutes les affaires que j'ai rencontrées m'ont marqué. On n'oublie pas des affaires. Exactement. Il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est une victoire parce que je la salue au passage. C'est une cliente qui n'est même plus une cliente, qui est devenue une amie. Voilà. On a parcouru ensemble son lourd combat juridique pendant près de 8 ans. 8 ans, elle était sans passeport, sans carte d'identité, parce qu'il y avait des problèmes d'état civil. Elle est née au Cameroun, de père français et de mère française. Donc elle est arrivée en France quand elle avait 5-6 ans. Elle n'a jamais eu de papier. Vous vous rendez compte, sa vie, c'était un cauchemar. C'était pire que les sans-papiers. Elle n'avait pas d'identité. Elle ne peut pas récupérer un colis à la poste. Et on a mené un combat, elle et moi, parce que ce n'est pas que moi toute seule, pendant 8 ans. Elle a mené 17 ans de combat. Aujourd'hui, elle a plus de 32 ans. Moi, je l'ai accompagnée vers la fin. Je pensais que ça allait être très, très rapide, mais finalement, ça a duré 8 ans. On avait gagné en première instance en 2024. Le procureur a fait appel, on a gagné devant la cour d'appel et là, elle a obtenu ses papiers français et je vous assure que j'en ai pleuré. C'est vraiment le dossier qui m'a profondément touchée et là, elle est en train de vivre
vit et je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Mais quelle grande victoire. Merci. C'est très bien, maître. Alors, ayant une activité juridique en Afrique de l'Ouest et en France, quel a été votre plus grand défi d'organisation? Alors, c'est vrai que c'est pas facile parce que moi, j'adore la dimension internationale de mon cabinet. Je suis, oui, en France, avec un cabinet correspondant à Dakar, qui a beaucoup évolué en 2025. Donc, vraiment, en termes de notoriété, on est très, très sollicité sur le continent africain. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, bien sûr, l'organisation, ça n'a pas été facile. D'abord, c'est la formation des équipes parce que avec mon avocate correspondante, on travaille vraiment en étroite collaboration pour que l'accueil soit le même. Parce que imaginez-vous qu'un Sénégalais, Ivoirien ou je sais pas, Gabonais a un refus de nationalité ou un refus de visa. Il va au cabinet correspondant à Dakar. On s'aperçoit qu'il a un problème au niveau de l'état civil. Il faut corriger son état civil au Sénégal ou dans une région très très lointaine à Tambacounda, Louga ou Ziguinchor. Le cabinet s'en occupe et après il faut transférer les dossiers en France, donc à Bordeaux. Oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est l'organisation, la rigueur surtout. C'est la rigueur, le suivi et surtout le fait de travailler dur. Il faut travailler dur parce qu'il ne faut pas se reposer du tout. Donc, exactement. C'est vraiment ça. D'accord. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît Maître Fatou Babou. Alors que derrière, vous êtes une mère de famille. Oui. Alors comment conciliez-vous votre vie familiale et votre vie professionnelle? Oui, c'est vrai. Je suis mariée, mère d'enfants. Je suis une sœur, je suis une fille, je suis une nièce, une petite fille, effectivement. Et je suis très, très proche de ma famille. Vraiment, ma famille, c'est ma richesse. Et c'est quelque chose de très important. Ça gère, c'est mon équilibre, ma famille. Donc oui, la vie professionnelle que je mène est une vie très intense, surtout quand on est entre plusieurs pays, parce que je parle de l'Afrique, mais je suis aussi avec une très grande clientèle dans le Maghreb, Maroc, Tunisie, où donc des fois, il y a des déplacements au Maroc, et un peu partout dans la France aussi. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Si je vous dis que c'est facile, je dis pas la vérité. Déjà, j'essaie d'expliquer à mes enfants, et surtout à mes enfants, hein, parce que j'ai des ados, des tout petits enfants, ce que je fais. Ils comprennent facilement. Je explique avec leurs mots. Ah oui. Ce que maman fait. Voilà, elle est très prise. Je partage les cas clients en respectant le secret professionnel, bien sûr. Ah oui. Voilà, mon conjoint, il est vraiment très, très, très compréhensif et me supporte beaucoup. Et des fois, je travaille de 7h à 22h. Hein. Ah oui, 7h, je suis devant l'ordi. Je ne raccroche qu'à 22h, les week-ends aussi. Mais j'essaie d'expliquer et puis j'essaie aussi des fois de couper. Ah oui, couper complètement. Passer du temps avec eux pour quand même bâtir, voilà, garder ce lien, l'éducation, c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible. C'est pas impossible d'être une avocate, chef d'entreprise, parce que je manage quand même beaucoup de personnes entre plusieurs pays, beaucoup de choses à gérer, et avoir une vie familiale, c'est pas impossible. Beaucoup de femmes sont là, on a des exemples, hein, de grandes dirigeantes, des femmes entrepreneurs, mais dans tous les pays du monde, hein, au Sénégal, en France, au Maroc, qui ont une vie de famille équilibrée et qui sont également des leaders. Donc, mais c'est de l'organisation, de la rigueur et puis savoir laisser le temps pour chaque chose. À un moment donné, il faut arrêter le travail et s'occuper des enfants. Ah oui. Voilà, être avec la famille, les parents, c'est essentiel. Donc, en gros, vous arrivez à trouver un équilibre entre les deux. J'essaye. Vous essayez. C'est ça. Très bien. Alors, les réseaux sociaux. Vous communiquez énormément sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a certains confrères qui disent que vous donnez trop d'informations. Ah oui, je n'étais pas au courant. Non, écoutez, moi, déjà, j'aime communiquer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager. J'aime parler, voilà, j'aime communiquer. Donc, déjà, c'est quelque chose qui est en moi depuis toute petite. Et puis, aujourd'hui, on est d'accord que pour toutes les professions, on ne peut pas
exercer et briller sans avoir une présence en ligne, Oui. sans avoir une présence digitale. Donc, et beaucoup de mes confrères sont sur les réseaux, communiquent, voilà. Moi, le droit des étrangers, c'est un droit qui est particulièrement passionnant, pour lesquels on a un public vulnérable. Le pire avec ce droit, c'est que on n'a pas de texte qui va nous dire ça, ça, ça. Non. Si, on a le CESDA, mais on a les accords bilatéraux, on a tel texte. Donc, pour un cas donné, il faut avoir une connaissance transversale. Et ça, ce que j'ai remarqué, c'est que ce soit les clients qui viennent me voir ou les followers, ils n'ont pas forcément la bonne information. Parce que c'est un droit extrêmement complexe. On ne peut pas le trouver dans un texte ou dans un site. Vous avez votre situation propre. Par exemple, votre compte ANEF est bloqué. Vous ne pouvez pas le débloquer. Vous n'allez pas taper sur Internet compte ANEF bloqué. Vous allez voir des articles, mais quelquefois, votre spécificité nécessite des informations supplémentaires. Donc moi, j'aime bien quand je rencontre des cas, et puis surtout que des fois, les gens viennent dans mon bureau ou mes juristes les ont en consultation, ils font des erreurs qu'ils auraient pu éviter. Donc, ce que nous, la politique du cabinet, c'est de voir la majeure partie des erreurs qui sont commises et de pouvoir communiquer dessus pour éviter que les personnes commettent ces erreurs et en tout cas partager l'information qui est quelquefois inaccessible. C'est permettre à des personnes qui, des fois, n'ont pas accès aux avocats ou n'ont pas accès à l'information sur TikTok, voilà, de se dire « Ah, ben voici la solution à mon problème ». C'est toujours utile de rendre service. D'accord, très bien. Alors, vous avez récemment co-publié un ouvrage sur l'état civil au Sénégal. Alors, pourquoi vous avez choisi de le publier maintenant ? Alors, parce que déjà, il faut savoir que avec le cabinet correspondant à Dakar, le contentieux de l'état civil, il a explosé. Oui. Donc, on a vraiment une marée de dossiers, de refus de visa, de refus de nationalité, refus de transcription pour des raisons d'état civil. Donc, vraiment, cette année, j'ai pris amplement connaissance des difficultés du système d'état civil sénégalais et à quel point ça pouvait poser des problèmes aux ressortissants français au Sénégal ou aux ressortissants sénégalais à l'étranger ou même qui souhaitent aller en France. Donc, moi et mes deux éminents juristes avec qui j'ai copublié cet ouvrage, on est très engagés. Hein. C'est-à-dire on ne fait pas qu'exercer, on relève les difficultés et puis on a souhaité recueillir les motifs d'état civil, les gros problèmes de l'état civil sénégalais pour pouvoir le partager et surtout sensibiliser. Donc ça, effectivement, c'était quelque chose d'important. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez noté le fait que vous êtes une femme, une mère de famille et une fille. Et nous remarquons que vous avez plusieurs ouvrages cette année. Comment vous avez fait pour écrire tous ces ouvrages ? Alors moi, écoutez, c'est vrai que j'écris beaucoup. Et que oui, en décembre, oui, en début d'année, il y avait le livre sur le recrutement de la main-d'œuvre. Et puis, je publie aussi beaucoup de notes de doctrine. Exactement. Et puis, le livre sur l'état civil. Et puis, il y a l'édition Gérézo qui m'a publié. Donc, l'ouvrage sur le recrutement est disponible dans toutes les librairies de France. Non, je suis ravie. Effectivement, oui. C'est-à-dire que je suis passionnée de ce que je fais. Moi, je note tout le temps, voilà. Je note ce que j'écris. Effectivement, j'ai tout le temps des idées dans la tête et j'essaie de les concrétiser. À chaque fois que j'ai une idée, je me suis dit, tiens, ça, il faut que j'écrive dessus. Parce que écrire, c'est marqué, ça reste et ça demeure. Donc, j'estime qu'avec l'expérience que j'ai maintenant, la notoriété, je peux partager ma connaissance. Et notamment en matière d'état civil, je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais sur l'immigration professionnelle, j'ai beaucoup de choses à partager. Donc, je veux juste vous dire que le premier ouvrage, là, ce n'est qu'un début. Il y en a d'autres qui vont suivre. Très bien, super. Alors, on assiste en France à un durcissement notable de la politique migratoire. Dans un contexte politique tendu, comment cela a été influencé sur votre pratique en 2025 ? Oui, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Dans tous les pays, je pense, du monde, hein, il y a une montée de l'extrême droite. Vous avez vu aux États-Unis, Donald Trump... Oui. Avec sa haine des migrants, des étrangers. J'ai vu hier un passage dans lequel il disait oui, c'était des propos que je ne peux même pas répéter. Ça fait peur. Et en France, la France ne fait pas exception.
On a eu une année, mais chaotique sur le point de vue de la stabilité politique, avec des premiers ministres qui défilent. L'année dernière, on a eu les élections législatives, la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a donné de la force à l'extrême droite. Et effectivement, de jour en jour, dans mon exercice professionnel, je vois à quel point l'extrême droite prend du pouvoir. Maintenant, est-ce que concrètement, ça a un impact sur le métier ? C'est oui et non. Pourquoi ? Parce que de toutes les façons, nous appliquons le droit. Donc pour l'instant, le droit, il s'endurcit, c'est vrai, parce qu'on a des réformes à venir. L'examen civique obligatoire, le niveau B2 pour la naturalisation. Donc ça, ce sont des exigences qui se rajoutent pour les étrangers. On a eu la réforme de janvier, des circulaires en janvier 2026 et 2025, on en a eu avec Bruno Retailleau. Oui. 2024, on en a eu avec Gérard Darmanin. Je vais pas dire que c'est sans effet, mais les préfectures sont déjà très difficiles d'accès. On accède à elles difficilement. L'ANEF, mais c'est un chaos, l'ANEF. Les rendez-vous pour les visas, c'est compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui sont très compliquées. Et nous, dans cette complexité, on se bat. Donc, oui, certes, les choses s'endurcissent, mais on est toujours là. Et puis, on a quand même des magistrats qui appliquent le droit, qui sont extrêmement républicains, qui appliquent le droit. Donc, moi, personnellement, j'ai foi en la justice administrative. Donc, même si on a l'extrême droite qui va monter, qui va peut-être prendre des lois beaucoup plus dures pour les étrangers, j'ose espérer que nous serons là pour combattre tout ce qui est liberticide, voilà, tout ce qui ne respecte pas les valeurs humaines, les droits et les libertés. Et voilà. 2026 s'annonce très dur pour ça. Merci, maître. Alors, aujourd'hui, comment décririez-vous votre relation avec votre clientèle ? Une très belle relation. Ah oui, parce que déjà, j'essaie toujours d'être très transparente parce qu'on est dans un secteur qui est très, très difficile. Exactement. Les délais sont exorbitants. Je veux dire, aujourd'hui, un refus de visa devant le tribunal administratif de Nantes, c'est plus de 18 mois. Les OQTF, les délais sont encadrés. On est à 6 mois, mais il y a des tribunaux qui traînent jusqu'à 12-18 mois. La nationalité, on n'en parle pas. Le contentieux de la nationalité, aujourd'hui, on a des prises de date pour la première audience en septembre 2027. 2027. Donc, les délais sont compliqués. L'administration est de plus en plus fermée parce que c'est difficile partout. Les pauvres agents qui travaillent au sein de l'administration des étrangers, ils sont eux-mêmes confrontés à une pression que peut-être je n'imagine pas. Mais j'essaie d'être transparente, de leur dire voilà ce qui se passe. C'est difficile, d'autant plus que l'administration française a beaucoup plus d'outils. Avec l'IA, tout ce qui se passe, aujourd'hui, la fraude ne passe plus. Exactement. Des gens qui ont fraudé il y a 10 ans, il y a 15 ans aujourd'hui, ils se voient refuser et retirer leur nationalité. Donc, j'essaie d'être transparente et d'expliquer. Des fois, voilà, il y a des personnes qui sont bien sûr très énervées ou ceci ou cela, mais on essaie toujours de faire comprendre, voilà, ce qu'on fait, c'est pas facile et comprenez, voilà, expliquer les délais de procédure et toujours d'être réactif également, de ne pas laisser l'administration dormante éternellement, de pouvoir saisir, voilà, c'est ce qu'on essaie d'entretenir. Très bien. Alors, maître, vous exercez ce métier depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous apporte la plus grande satisfaction dans ce métier ? Alors, la plus grande satisfaction, c'est vraiment l'humain. C'est de voir des projets de vie se réaliser. Parce qu'en fait, un jour, on m'a posé la question, quel était l'apport que vous faisiez dans la vie des gens ? Mais sans parler de termes juridiques. Et moi, je disais que les démarches, les procédures que nous effectuons, aussi bien pour les demandes que pour le contentieux, ça a aidé les personnes à réaliser leur projet de vie. On va voir des personnes qui veulent étudier en France, qui ont un refus de visa étudiant, on fait le recours, on gagne, ils vont pouvoir réaliser leurs rêves. D'autres personnes sont mariées, veulent faire venir leur femme, leur enfant, on contribue à ce projet. D'autres personnes veulent créer des entreprises, on contribue. Les entreprises qui recrutent de la main-d'œuvre étrangère veulent agrandir leur société et développer leur activité. Le cabinet contribue à la réalisation des projets de vie. Et je pense que ça, c'est la plus grande satisfaction, vraiment. Très bien. Dans votre discours, ce qui m'a marqué, c'est plus le côté humain.
vous y accordez beaucoup d'importance à vous entendre parler? Forcément, parce que vous savez que c'est un métier qui est très difficile et que d'abord, c'est écrire tout le temps. Il faut savoir qu'un avocat, surtout en droit dans lequel j'exerce, le droit public, hein, nous, on passe notre temps à écrire. Voilà, on passe plus de temps à écrire qu'à plaider. Et donc, la dimension humaine est extrêmement importante. La dimension humaine, c'est quelque chose que je fais ressortir dans les écritures. Et puis, quand on reçoit les personnes, voilà, quand on les a au téléphone, ce sont des êtres humains et des histoires qui se cachent derrière. Parce que si j'enlève la dimension humaine de mon activité, ce sera robotique, encaissé, voilà, tout ça. Et ça, ça n'a pas de sens. Alors qu'un métier passionnant doit avoir du sens. Oui, très bien. Merci, maître. Alors, pour 2026, quel objectif vous avez fixé pour FB Avocat? Alors, l'objectif de croissance, bien entendu. Ah oui. L'objectif d'extension également. Hein. Écoutez, peut-être améliorer également les process actuels, mieux former les collaborateurs et surtout nous adapter aux exigences du monde moderne, aux exigences numériques sur le point de vue organisationnel. Et j'espère beaucoup plus de collaborateurs qui vont maîtriser le droit, le si beau droit que j'exerce. Et beaucoup de croissance aussi. Voilà, beaucoup de croissance. Alors, en parlant d'exigences numériques, comment voyez-vous l'évolution de votre profession avec l'évolution du numérique actuellement? Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser. Ah oui. Ouais. Surtout chez les avocats. Exactement. En fait, dans tous les secteurs et particulièrement chez les avocats. Aujourd'hui, voilà, moi, les clients, maintenant, je vous dis un truc très simple, ils viennent me voir avec des lettres pré-rédigées, même des requêtes. J'ai eu quelqu'un qui m'a mis une requête en divorce. Je lui dis, voilà, je veux divorcer, j'ai déjà préparé la requête avec ChatGPT. Oula. Ok, d'accord. Ça va pas être facile, non, ça se passe pas comme ça. Mais oui, enfin, je pense que les instances ordinales des avocats est conscient, enfin, les instances sont conscientes de l'ampleur de l'IA et de l'impact que ça peut avoir sur la profession d'avocat. Donc, on est en train de se former, et surtout de transformer nos cabinets. Parce qu'aujourd'hui, les métiers d'assistante juridique, même la secrétaire qui répond au téléphone, on a maintenant des assistants vocaux. Le traitement des mails peut être automatisé. La rédaction et l'analyse des dossiers peut être automatisée. C'est important de s'adapter, mais tout en gardant le côté de maîtrise technique. Donc, c'est tout le temps ce que je dis à mes équipes, c'est qu'on ne peut pas, l'IA ne maîtrise absolument pas le droit. L'IA ne sait pas faire ce que nous faisons. L'IA ne connaît pas la dimension humaine. C'est un outil qui nous aide à être beaucoup plus performants. Donc, on doit continuer, et moi, peut-être c'est surtout sur ça que je me forme, bien sûr, à mieux maîtriser l'IA, mais surtout à aiguiser ma connaissance technique et stratégique. Donc ça, c'est très important, que ce soit, mais ça touche tous les secteurs, les community managers, les monteurs. Enfin, quand je vois ce qui se passe, je me dis, voilà, il faut que les gens se réadaptent. Voilà, se forment. C'est ça. Très bien. Alors, maître, je vous dis merci. Merci. C'était un entretien très authentique et très inspirant. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous aussi. Et pour le mot de la fin, je remercie toutes les personnes qui me suivent parce que j'ai énormément de followers sur les réseaux. Je reçois beaucoup de messages. Alors, je sais que je ne réponds pas systématiquement parce qu'on a vraiment des dizaines et des dizaines de messages par jour. Maître Babou, merci. Maître Babou, félicitations. Je tenais à vous remercier vraiment pour tous les encouragements que vous témoignez à l'égard de mon cabinet. Je tiens à remercier particulièrement toute mon équipe, qui est une équipe extraordinaire. Ils se battent jour et nuit. Ils travaillent sans cesse et toujours en train de chercher l'excellence, que ce soit l'équipe de Bordeaux, voilà, Jade et Sarah, je tiens à les citer particulièrement, que le cabinet de correspondance à Dakar, qui également se surpasse pour répondre à toutes les sollicitations. Donc, merci à tout le monde et merci à tous mes followers.